Mais l'avenir nous dira si effectivement le fait de quitter un pont pour aller vers un autre devra servir de couverture. C'est à cela et à cela seulement que moi je pourrais me déterminer pour savoir. Au-delà de la couverture, est-ce qu'aujourd'hui le fait d'accueillir des gens qui ont été battus, sanctionnés par les Sénégalais, même s'ils ne cherchent pas la couverture, les accueillir dans votre parti, ce n'est pas une forme de légaliser la transhumance qui est rejetée par les Sénégalais? Mais non, je ne pense pas qu'aujourd'hui il s'agit de phénomène de transhumance à proprement parler. Non, non, mais attends, c'est normal. Par rapport ah oui, c'est normal de prendre des transhumants? Ce n'est pas normal par rapport aux leaders de partis politiques qui accueillent. Parce que celui-là, il n'a quasiment pas le choix. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens ruer, il y a une mentalité au Sénégal aussi qu'il faudra, comme vous, je le comprends très bien, se battre pour que les gens qui ont à se reprocher quelque chose, qui ont eu à vivre, qui ont eu à bénéficier d'un régime, puissent avoir au moins la décence de respecter les Sénégalais par rapport à cela. Est-ce que vous-même, chef de parti, vous n'avez pas fait respecter cela? Mais évidemment que oui. Parce que n'oubliez pas que les partis politiques n'ont pas commencé à exister au moment de la transhumance. Ces partis politiques ont des leaders à leur sein. Il ne s'agit pas seulement d'un seul individu là-bas. Vous croyez-vous que moi dans mon parti ou que d'autres dans leur parti, ou ceux qui ont eu à se bagarrer, qui ont eu à se battre contre les tenants du pouvoir pour mériter leur place, qu'ils vont se laisser dormir et se laisser supplanter par de nouveaux arrivants qui justement parce qu'ils ont été battus, plient armes et bagages et vont rejoindre tel autre. Ce n'est pas sérieux. C'est à cela qu'il faut dénoncer la chose. Mais le fait de la liberté, de l'expression de chacun d'entre nous qui décide de quitter telle maison pour aller à telle autre maison, on n'y peut strictement rien. Maintenant, il appartient aux leaders de partis et aux militants à l'intérieur des partis de se rappeler qu'ils avaient dit, moi y compris, qu'ils ne feront aucune part belle à ceux-là qui ont des responsabilités par rapport à la déchéance de notre pays. C'est de cela et à l'aune de cela que chaque individu et chaque leader de parti devra apporter des réponses. Et surtout par rapport aux équilibres de leur propre formation politique. La campagne électorale législative étant en plein, les Sénégalais sont en train de regarder un peu partout ceux qui veulent avoir le suffrage. Ils attendent une assemblée de rupture. Est-ce que vous pensez qu'avec cette assemblée qu'on va élire le 1er juillet prochain, on aura une assemblée de rupture? Mais oui, je le pense. Pourquoi? Je dois avoir aussi l'espoir de penser que cette assemblée-là sera une assemblée de rupture. Mais elle le sera nécessairement à cause... Mais le discours que tiennent les députés surprend les Sénégalais. Mais souvent... Les députés qui viennent promettre la construction de routes, d'hôpitaux, est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Mais non, ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est comme au marché. S'il y a certains qui pensent que pour rappeler... L'impression que les Sénégalais ont, c'est comme si on était dans une présidentielle. Donc on a fait des promesses. Ça aussi, c'est l'évolution démocratique de notre pays. Il nous faudra du temps pour que les acteurs politiques eux-mêmes puissent comprendre quels sont les rôles qui sont dévolus à l'Assemblée nationale et les autres rôles que nous attendons du gouvernement et qu'on ne puisse pas faire de confusion là-dedans. Je dois avouer avec vous que beaucoup, parmi les leaders politiques, n'arrivent pas à faire cette dichotomie. Mais c'est ça le processus de construction démocratique. Mais il faudrait que, moi je fais le pari sur la maturité du peuple sénégalais qui saura parmi les 24 listes décrypter et regarder ceux-là qui seront capables véritablement de comprendre d'abord ce que c'est le rôle du député, quelles sont les attentes du citoyen par rapport à une Assemblée nationale et comment une Assemblée nationale et les députés devront se comporter pour véritablement incarner la rupture. À un moment donné, au moment même de la 11e législature, quand nous étions arrivés, tout le monde pensait qu'il y allait avoir la rupture. Mais on s'est vite rendu compte que si le principal acteur qui est le député n'arrive pas à se départir de sa chapelle politique ou n'arrive pas à se libérer du dictat de sa propre formation politique pour regarder d'abord et surtout l'intérêt supérieur de la nation et à l'aune de cela, regarder si son parti va dans cette direction, soutenir et sinon rappeler à l'ordre et aider à redresser. Ça aussi, c'est une formation qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Et vous l'avez vous-même constaté, nous étions 150, mais combien sommes-nous à l'intérieur des 150 à être capable de comprendre ce que c'est que les missions du député et à agir conformément à cela. Mais moi, je ne désespère pas. Je pense que dans les listes, et surtout au sein de Benno Bokk Yakaar, il y aura et il y a de quoi véritablement créer les conditions de la rupture. L'Assemblée sortante avait voté des lois qui avaient heurté les Sénégalais, telles que la loi Ezzan. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que ça avait heurté les Sénégalais dans la façon de voir les choses se dérouler. Est-ce que vous pensez que la nouvelle Assemblée nationale doit revenir sur certaines lois, justement concernant la loi Ezzan, pour qu'on puisse connaître un jour ceux qui ont tué M. Babacar Seye? Mais oui, absolument. Nous le devons à notre propre identité, à ce que nous sommes, à l'exigence de vérité.
Et il est inconcevable que nous puissions continuer à laisser perdurer cette impunité, effacer comme si de rien n'était, des actes qui sont foncièrement répréhensibles. Je pense que la rupture devra s'incarner aussi à ce niveau-là. On dit rupture au sein du gouvernement par rapport au devoir et à la responsabilité de rendre compte. Mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des comptes à régler. Vous-même, nous-mêmes qui avons été députés, nous avons pu constater avec quel mépris et quelle négligence les gens se sont comportés. Et ce n'est pas normal. C'est dire donc la responsabilité qui incombe à la future Assemblée nationale d'être un des paravents par rapport à la défense de notre démocratie. Une démocratie, c'est une Assemblée nationale forte. D'abord forte parce que des individualités y seront et sauront défendre l'intérêt supérieur de la nation. On n'empêchera à personne de vivre et de penser par rapport à la promotion de sa formation politique, ce qui est normal et légitime. Mais il y a des dossiers sur lesquels il y a urgence à avoir des consensus et au moins des paliers sur lesquels personne n'acceptera qu'on fasse descendre. Est-ce que la loi Ezzan, vous pensez qu'on doit remettre sur la table, revenir sur la loi Ezzan? Absolument, je le pense. Et pas seulement la loi Ezzan, et nombre d'autres lois qui ont servi de couverture pour complètement embrouiller les gens. Il y a des dysfonctionnements au niveau de la Constitution aujourd'hui qu'il nous faut corriger. Il nous faut stabiliser l'Assemblée nationale, assurer sa force et l'aider à jouer véritablement son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale et de celui qui vote la loi et de pouvoir au moins voter la loi de finances en ayant non plus, comme par le passé, simplement à constater qu'on lui amène du tout fait pour lequel on dit oui je vote pour ou oui je vote contre. Il nous faut que les acteurs, à quelque niveau qu'ils puissent être, sachent que c'est de leur action et uniquement de leur action qu'ils apporteront en plus à la République. Et il ne s'agit jamais de penser que la République va fonctionner parce que l'exécutif fonctionne, ou que exclusivement, ou que la République va fonctionner parce que seulement les juges fonctionnent, ou que seulement l'Assemblée. Il nous faut le concours de ces trois secteurs pour véritablement approfondir et consolider notre démocratie. Et cela est impératif. Il y a aussi une autre loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale, c'est celle de ramener le mandat du président de l'Assemblée nationale de 5 à 1 an. Et vous pensez qu'on doit revenir aussi sur cette loi-là pour permettre au prochain président de l'Assemblée nationale d'avoir des coups de franche? Mais je le pense aussi. Vous savez, moi, je suis pour la stabilité. Si vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, j'ai dénoncé souvent ces lois à géométrie variable que l'on adaptait aux besoins de la tête du client ou de l'adversaire à battre. Il est fondamentalement important que nous puissions arrêter avec ces formes d'action politique qui n'honorent pas le Sénégal et nous avons perdu énormément de temps. Les choses se construisent dans la stabilité. Il faut que nous apprenions à faire confiance aux citoyens qui, une fois qu'ils se déterminent dans un sens, ce sera pour une durée bien déterminée. Que cela nous plaise ou non, donnons-nous au moins cette aisance et surtout acceptons ce dictat normal, puisque la force appartient au peuple sénégalais qui décide. Et une fois qu'ils ont décidé, laissons les gens véritablement, à travers leurs représentants, réaliser leur dessein. Et je le dénonce aussi au niveau du découpage administratif qui, aujourd'hui, fait en sorte que chaque fois que quelqu'un ne te plaît pas, tu reviens par la porte dérobée pour l'abattre avec une délégation spéciale. Ça, je crois que c'est dans un autre temps. Et l'ère du président Macky Sall doit être au moins dans la rupture et dans la stabilité, avec toute la confiance qu'il faut à la décision populaire des Sénégalais. Est-ce que vous allez revenir sur les découpages qui ont été faits, administratifs, beaucoup de découpages? Oui, nécessairement, nous devons réaménager cela parce que des gens ont été injustement déchus. Et je pense qu'il faudrait réaménager notre découpage. Et nous allons nous donner le temps, par l'inclusivité, la participation, donner du temps à tout le monde, discuter, échanger, amener l'Agence nationale d'aménagement du territoire dans le jeu avec les collectivités locales. Et c'est cela aussi la bonne trouvaille du président de la République, puisque l'aménagement, c'est la projection, c'est aujourd'hui la vision et qui est le réceptacle final de toutes ces stratégies de développement, c'est les collectivités locales. Et l'un dans l'autre, nous avons les moyens aujourd'hui de voir au moins un découpage harmonieux qui ne sera plus, non pas sur la base clientéliste, mais sur la base des potentialités réelles des terroirs, sur la stratégie nationale de développement du territoire pour en fait véritablement reposer sur un découpage réel où on ne dira plus que telle collectivité locale commence par le premier palmier, vous allez jusqu'au dernier colline, vous tournez à gauche, vous revenez, ça ne repose sur
sur rien. À l'ère du XXIe siècle où la géodésie est là, il nous faut avoir véritablement un découpage réel qui cale avec notre volonté et surtout avec l'aspiration du président de la République d'annoncer et de réaliser le 3e acte de la décentralisation. Mais nous sommes dans les institutions, restons-y. En campagne électorale, vous avez promis aux Sénégalais qu'une fois élu, le Sénat va disparaître. Mais aujourd'hui, l'impression que les Sénégalais ont, c'est que vous maintenez le Sénat. Mais non, attendez, je crois que nous sommes justement aux premières heures de notre avènement. Il y a juste cela 2 mois. Il y a le ministre Mbetiam qui a dit que le Sénat est utile, qu'il faut rester le Sénat là où il est. Voilà. Donc c'est parce qu'il vont dire que le Sénat est une institution budgétivore inutile. Mais attendez, il faudrait simplement qu'on se donne le temps de bien regarder les choses, Alassane. Vous savez, gérer un État, c'est d'abord, quand on est dans l'opposition, avoir une projection sur l'idée qu'on se donne de comment on va gérer le pays. Une fois qu'on y arrive, c'est d'abord un temps d'introspection qui vous donnera la lecture réelle de l'état réel du pays, qui n'est pas nécessairement le même état que vous soupçonnez, qui peut être pire, c'est le cas aujourd'hui, mais qui vous donne aussi en fonction des contingences politiques du moment, quelle est la voie la plus tranquille, la plus facile à même de nous aider à arriver à nos objectifs. Le but final de mon point de vue, c'est d'asseoir le développement de notre pays, c'est de faire en sorte que l'effort que nous fournissons pour faire le plus d'économies se fasse. Et quand vous voyez ce que nous sommes en train de faire pour réduire le train de vie de l'État, pour voir dans toutes les stratégies ce qu'il faut récolter comme moyen pour le mettre à la disposition de notre pays, je pense que nous sommes dans cette dynamique-là et de fil en aiguille, nous arriverons certainement à... Mais est-ce que ça ne couvre pas l'impréparation de l'opposition avant d'entrer dans le pouvoir? On a vu dans d'autres pays, avant de venir au pouvoir, l'opposition se prépare à gouverner, comme en France, comme François Hollande. Dès qu'il a été élu, les gens étaient déjà préparés à exercer les fonctions, parce qu'ils ont eu à travailler dans l'opposition, à voir faire des projections. Mais vous, il faut venir au pouvoir pour voir comment faire, et il y a un tâtonnement. Vous savez, non, il n'y a pas de tâtonnement là-dessus. Cela est la résultante de l'imprécision même de l'État sur la réalité de votre impréparation. Non, attends, j'y arrive. Vous savez, aujourd'hui, au Sénégal, nous ne disposons pas d'une lecture objective de l'état réel de notre économie. Puisqu'il y a tellement de zones de non-droit, il y a tellement de non-dits, il y a tellement de je m'en foutisme, de laisser aller, qu'en réalité, on n'en a qu'une idée parcellaire. Et par conséquent, quel que soit le niveau de préparation qu'on peut se prévaloir, quand on arrive dans un tel état, ce qui est totalement différent du cas de la France, où au moins il y a des stratégies de maîtrise de l'information économique, de maîtrise de la statistique, de maîtrise des données sociologiques, démographiques, qui font qu'en réalité, quand on fait des projections, on tombe pile poil. Mais au Sénégal, interrogez les gens sur déjà combien sommes-nous, et vous verrez quel est le problème qu'il y a. Et quel est l'identifiant? Comment pouvons-nous aujourd'hui avoir un état civil réel quand on se rend compte que les états civils sont consumés à gauche et à droite? Nous avons de vrais problèmes, nous sommes dans une république à construire. Et il faut y aller parce que, quoi qu'on puisse dire, combien sommes-nous dans le gouvernement du Sénégal à n'avoir jamais fait l'expérience de l'État? Vous pourrez dire peut-être qu'il s'agit de Cheikh Bamba Dièye, mais en réalité, pour une bonne partie d'entre eux, on ne peut pas parler d'impréparation puisqu'ils étaient déjà là-dedans. Ils avaient déjà les moyens de connaître là-dedans. Et par conséquent, nous-mêmes qui sommes les plus novices là-dedans, nous avons eu du vécu en tant que gestionnaire de collectivités locales. Ce qui veut dire que c'est une situation qui est inhérente